Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 2 juillet 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et on va faire un tour de l'actualité. Crypto, Bitcoin et économie mondiale. Parce que oui, il se passe beaucoup de choses. Et on va commencer par une nouvelle qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a rappelé ce qui s'est passé autour de Binance. Et ça m'a fait aussi écho à un tweet que j'ai vu passer ce week-end, un tweet qui disait que CZ allait bientôt être libéré et que du coup ça allait être le début du bull run. Je tenais à rappeler que Binance US, même s'ils ont été condamnés par le Department of Justice américain, ça n'empêche qu'ils sont toujours sous le joug de la SEC. Ça sous-entend principalement qu'il y a toujours des risques de fuite d'informations et que Binance peut toujours se faire condamner par la SEC quoi qu'il arrive. Et justement, ils nous ont annoncé qu'ils étaient en train de se préparer sur une notion de découverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SEC demande d'avoir plus d'informations, Binance donne toutes les informations qu'ils ont, et ça veut dire qu'il va y avoir une grosse fuite de données sur l'ensemble des projets, et je pense qu'on risque d'avoir des nouvelles sous peu, il va falloir surveiller tout ça. Alors le cadre réglementaire aux USA, on le connaît, c'est toujours très compliqué. En tout cas, en Europe, c'est beaucoup plus simple, étant donné que nous avons le cadre MiCA, qui s'est appliqué à partir du 1er juillet 2024, donc c'est-à-dire hier, et dans lequel nous avons l'USDT qui n'est plus permis, même s'ils ne l'ont pas défini comme tel, c'est le cas, et l'USDC et le URC sont acceptés. C'est Circle qui a passé la licence obligatoire et c'est le premier à passer cette licence-là obligatoire pour Mika et c'est plutôt positif, ça montre que c'est faisable. Encore une fois, on va voir comment ça va se dérouler sur les autres acteurs. Est-ce qu'ils vont se mettre au pas ou pas? Ça va être la grande question sur la partie réglementation européenne qui est quand même beaucoup plus simple que la partie réglementation américaine. À côté, il y a un petit papier dont je voulais vous parler, qui est beaucoup plus généraliste sur l'intelligence artificielle, dans lequel on nous parle de bulles. Et pour prouver s'il y a une bulle ou non, a priori, il faut avoir une killer app, donc c'est-à-dire une application qui prouve vraiment l'utilité de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que justement, Goldman Sachs et le MIT ne considèrent pas ChatGPT ou l'utilisation de l'intelligence artificielle telle qu'elle comme étant une utilisation suffisamment forte. Alors du coup, ma question est, si c'est pour le cas pour l'intelligence artificielle, c'est aussi le cas pour la technologie de la blockchain. Quelle est l'utilisation, quelle est l'application réelle qui prouve que ce n'est pas une bulle? Et ça, c'est intéressant comme réflexion. Ça ouvre beaucoup de réflexions, notamment autour de tout ce qu'on peut voir autour de Telegram et du Toncoin, dans lequel on a une phase qui est totalement différente de ce que l'on a pu connaître dans les autres cryptos, dans lequel cette fois-ci c'est une crypto d'une application qui a déjà plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc forcément c'est totalement différent. Est-ce que ce n'est pas un support à une utilisation autre? Dans tous les cas, ça va être à surveiller. Alors surveiller, c'est un peu le mot qu'on peut avoir. Il y avait toute une discussion autour de si Trump ou pas allait pouvoir justement participer aux élections à cause d'une enquête sur lui. Et a priori, il y a eu un jugement qui a eu lieu. Ce jugement était très important, permettait de définir que, en effet, maintenant, les présidents, c'est officiel, ont une immunité quand ils font des actes officiels, mais ce n'est pas quelque chose qui s'applique dans les actes privés. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant, et c'est quelque chose qui a été d'ailleurs noté très fortement par Biden, dans lequel ça pouvait laisser un précédent. Les USA se sont construites avec un mot d'ordre qui était justement le fait d'être égaux, tout le monde était égaux, et de la façon la plus transparente qui soit, avec justement le président américain, qui lui-même devait rendre des comptes continuellement. Bref, en tout cas, c'est passé, nous allons avoir un Trump qui va affronter du coup quand même un Biden, il y a eu des doutes à un moment donné avec ce qui s'est passé lors de la confrontation entre Trump et Biden dans le débat, on a eu un Biden qui était totalement effacé, pour ne pas dire autre chose, et justement, les démocrates étaient en train de se poser la question, est-ce qu'ils remplaçaient Biden? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça a été refusé, et c'est en même temps normal, c'est très très compliqué, à quelques mois, quelques semaines même on pourrait dire de l'élection, remplacer le candidat, c'est globalement accepter la défaite, et ils préfèrent continuer avec un cheval, certes boiteux, mais continuer toujours avec un cheval. Et je voulais terminer ces nouvelles par la Banque de France et globalement la discussion qui est autour des CBDC dans lequel il y a une réflexion réelle de l'utilisation des CBDC dans le framework actuel des interconnexions bancaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut tester comment les CBDC peuvent s'interfacer avec ce qui existe déjà. Et surtout, dans quel cadre les CBDC vont rentrer dans le projet mBridge,
Ça, c'est quelque chose, peut-être je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en tapant Mbridge ou CBDC, les deux, parce que les deux sont fortement liés. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la Banque de France, ça, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais qui n'est pas acteur de Mbridge, mais qui fait partie des observateurs de Mbridge, c'est-à-dire des personnes qui regardent comment ça se déroule pour voir comment l'appliquer. Je rappelle principalement que la Banque de France donne des comptes à Christine Lagarde, donc il y a la BCE, donc c'est-à-dire à l'euro, forcément il y aura un euro numérique, et il y aura aussi possiblement une CBDC européenne, mais ça c'est encore une autre discussion qu'on aura, et il faut le garder en tête. Pourquoi? Parce que aux USA, certes, il n'y a pas encore de réglementation officielle, mais par contre, il y a une loi qui interdit les CBDC. Et ça, c'est quelque chose qui est suffisamment fort pour montrer qu'en Europe, on en est quand même relativement loin. Alors, on a, en parlant de banque centrale, forcément une semaine qui est très très importante. Il faut comprendre que cette semaine, c'est la semaine où tous les chefs des banques centrales se rejoignent et discutent, et c'est là où on a beaucoup de discours, on a beaucoup de prises de parole, on a des éléments qui sont forts, on va parler d'inflation, on va parler de lutte contre justement l'inflation, et quelle est la capacité des différentes banques centrales à baisser les taux. Et ça, c'est toujours des prises de parole qui sont très importantes pour le marché, et pour l'économie globale sur l'année à venir, et c'est pour ça que c'est toujours très enrichissant d'écouter les prises de parole, même si on est pour ou contre, ça importe assez peu. Je veux dire, il est très important de comprendre ce que son adversaire nous dit, et la façon dans laquelle il le présente, pour comprendre quels sont les éléments cruciaux de son discours. Et ça, c'est quelque chose où on ne peut pas avoir mieux que ce que l'on a actuellement cette semaine. Et en plus de tout ça, nous avons un jour férié qui est très important, qui est la journée de l'indépendance, le 3 juillet, et ensuite, nous avons le discours de Jérôme Powell qui va avoir lieu aujourd'hui. On va avoir un rapport, le rapport Jolt, toujours très très important. Et ensuite, on va avoir quelques indicateurs qui vont tomber. Mais encore une fois, il y a 2 jours fériés qui sont très importants. Donc, on risque d'avoir une semaine qui va être relativement flat sur les marchés. C'est quelque chose qui est en train d'être anticipé. On voit le S&P 500 qui est plutôt plat aussi. Le Nasdaq aussi, mais ce qui est normal, on est rentré dans la période estivale, donc ça veut dire que la partie macro va être beaucoup plus calme. Étant donné que la partie macro joue aussi beaucoup sur la partie crypto en ce moment, grâce principalement aux ETF spot Bitcoin, j'en ai déjà parlé, et c'est normal, étant donné que les institutionnels ont maintenant un moyen pour investir des fonds directement dans la crypto, mais encore une fois, ces institutionnels-là suivent aussi le marché traditionnel, et le marché traditionnel est relativement flat de ce côté-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'hier, on a eu une très belle journée, très belle remontée qui a permis de ravaler une grosse partie de la bougie. On voit que cette bougie-là, on a reclôturé au-dessus, on est potentiellement sur un ravalement et on est en train de retester une zone qui est très importante, dont on en avait parlé, qui est une zone de retest. On va aller voir dans quelques instants et on va surtout définir quel est le signe qui est plutôt positif. Le signe qui est positif actuellement, c'est la phase d'abandon des mineurs. Et oui, lorsqu'il y a le halving, forcément il y a une diminution des revenus au niveau des mineurs, ça impacte 1. Leur chiffre d'affaires, 2. Leur capacité à pouvoir miner, et il est tout à fait normal, avec un BTC qui chute ou qui range, ou en tout cas qui n'accélère pas, que certains mineurs soient obligés de débrancher leur machine. Ça prend un petit peu de temps, c'est une forme de léthargie, parce que forcément le hash rate, donc c'est-à-dire la difficulté du réseau de Bitcoin, met du temps à se réajuster, et là on voit une difficulté qui est en train de diminuer. Une difficulté qui diminue suffisamment pour nous dire que potentiellement, ici, nous avons des personnes qui sont en train de capituler. La capitulation des mineurs est un élément essentiel après le halving pour se dire qu'on est dans la capacité de pouvoir repartir. Ça veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas rentables à miner du BTC arrêtent de miner du BTC et toutes les personnes qui sont rentables de miner du BTC sont encore plus rentables de le faire. Donc ça veut dire aussi qu'on a un arrêt de la pression baissière au niveau des mineurs sur les ventes. Forcément, quand on a quelqu'un qui est beaucoup plus rentable qu'une autre, bah, ça sous-entend qu'elle a besoin de moins vendre ses BTC pour pouvoir continuer à exister, et c'est un élément qui est vraiment très très important et que l'on voit maintenant, et c'est positif pour l'ensemble du cours, parce qu'on allège tout simplement la pression baissière qu'on est en train de vivre. Alors vivre, oui, là-dessus, malgré ça, on a fait un lot qui était très intéressant dans lequel on est allé taper dans les zones de rechargement de bas de range, qui est plutôt classique. Mais voilà, on a quand même ici une remontée qui est relativement faible. Le momentum est quand même relativement mou. Normalement, on aurait dû repasser tout de suite dans la zone de retest. On l'avait défini cette partie-là, et on a eu la dernière accélération dans laquelle on est allé chercher justement cette zone de retest ici, qui est plutôt classique. Zone de retest qui est plutôt positif. Là-dessus, il va falloir voir comment le cours se comporte. Déjà, on a été rejeté 2 fois. Moi, ce qu'il faudrait voir pour être bullish et rester bullish, c'est
pas casser les 64 et justement consolider au-dessus pour pouvoir repartir, faire une réaccumulation dans cette partie-là au-dessus des 64 000. C'est un élément qui est très important pour le cours, pour consolider au-dessus et ensuite repartir. Tant qu'on reste dans la zone en dessous des 64 000 et qu'on ne consolide pas au moins en daily dessus, ça sous-entend qu'on est toujours en zone de retest pour potentiellement aller faire un plus bas et aller chercher les 56 000 qui serait encore une fois une très belle opportunité de rechargement. Pourquoi les 56 000? On va tout simplement dézoomer, hop, ici, et on va voir que nous avons ici de la liquidité à aller chercher. Beaucoup de personnes attendent les 54-52, mais en l'occurrence, on peut très simplement aller chercher les 56 et repartir. Ça, c'est ce qui est en train de se jouer là actuellement. C'est exactement ce qui est en train de se jouer actuellement. Et là, c'est très intéressant et très important. Pourquoi? Parce que si vous avez bien écouté et entendu tout ce que je vous ai dit en amont, ça sous-entend que vous avez compris qu'on va avoir une économie macro qui va être relativement flat. On a quelques nouvelles, mais qui sont plutôt vraiment purement macro généralistes, dans lequel on aura très peu d'influence sur la crypto. Et donc, tous mouvements qui sont en cours sont des mouvements qui sont pure crypto, que ce soit retail ou que ce soit macro crypto, à travers la réglementation, à travers Binance, à travers tout ce qui peut se passer sur Circle. Et en l'occurrence, ça sous-entend aussi que là, on a un bon élément pour déterminer est-ce que la crypto a envie de repartir maintenant. Si c'est le cas, on va casser 64 000 et on va consolider au-dessus. Et je terminerai par rappeler que normalement, nous sommes censés avoir d'ici la fin de semaine le lancement de l'ETF Spot Ether. En tout cas, c'est là où il y a le plus de probabilité qu'il soit lancé officiellement au trading. Encore une fois, on attend la validation de la SEC et la validation des différents acteurs qui ont demandé le lancement de cette ETF Spot Ethereum. Et ça pourrait en effet avoir dans un premier temps un sell the news au niveau d'Ethereum qui donnerait lieu par la suite à une accélération haussière qui pourrait prendre quand même un petit peu de temps à se mettre en place. On sait très bien que Grayscale Capital a encore beaucoup d'Ether à vendre et forcément ça prendra un petit peu de temps pour que le marché les absorbe, mais en l'occurrence on attend ces nouvelles. L'autre nouvelle à prendre en considération, qu'on a l'habitude de voir, c'est Mongox qui a annoncé qu'ils allaient libérer les bitcoins sur le mois de juillet. Nous sommes en mois de juillet, à quel point cette pression baissière va être forte. En tout cas, ce qui est positif maintenant, c'est que nous avons un ensemble d'éléments qui sont en train de se cumuler pour nous donner des signes de fin de retracement. Et ça, c'est plutôt positif. Encore une fois, il va falloir rester patient. Nous ne sommes pas impatients parce que justement, nous avons vécu déjà tout ce qui s'est passé en amont et on a l'habitude de pouvoir gérer l'émotion parce que oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut apprendre à gérer l'émotion qui va se passer maintenant, que ce soit dans une dernière chute ou que ce soit dans une accélération haussière ou tout simplement dans une phase de léthargie. L'investissement, ça reste quand même de la gestion du risque et de la gestion d'émotion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas à liker, partager et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.